Le match 1 a donné son verdict et sans surprise, les Denver Nuggets mènent 1-0 face au Miami Heat. Victoire 103-80 quelque chose, 103-94 je crois, de mémoire, ou 104-93. C'est pas grave, on va le regarder ensemble. On a vécu une première rencontre déséquilibrée, Erwan, on va pas se mentir. C'était 104-99. 104-99, très bien. Très bien. 104-93. 104-93, c'est bien ce que... Belle voix bien réveillée. Très bien. On a vécu une première rencontre en fait totalement attendue. J'ai envie de te dire, on avait tous mis Denver grand favori, on en a parlé pendant plusieurs jours. Bah, très honnêtement, ils ont fait respecter leur statut. Ouais, il y a deux lectures. Le match tant attendu côté Denver, oui. On savait que c'est une équipe qui de toute façon ne baisse jamais dans l'intensité, dans la qualité du jeu, c'est ce qu'on a vu, même si il y a eu par moments des petits trous d'air très inhabituels sur cette équipe, en tout cas depuis le run de playoff. Et puis par contre de l'autre côté, non, il n'y a pas eu du tout le match attendu. On va y revenir en long et en large, mais non, Miami n'a clairement pas fait le match qu'il fallait faire. Et la certitude qu'on pouvait avoir et qu'on a, c'est que les Nuggets, pour aller les taper, il faut faire des grands matchs. Voilà, pour moi, ça sera vraiment la clé. Je sais pas si on peut appeler ça une clé, mais en tout cas, pour battre cette équipe-là, après un match, c'est qu'il va falloir sortir des prestations autres que ce qu'a fait Miami, parce que les Nuggets sont plus en place, ont plus d'armes, ont plus de certitude collective. Donc voilà pour moi ce qu'il en sort sur ce match 1. Les amis, on est en direct. Vous le savez, on est sur Twitch. Si vous nous regardez sur YouTube, eh bien, c'est que vous ne vous êtes pas levé cette nuit, vous avez préféré dormir et vous avez bien fait. C'est bien de dormir la nuit pour être bien en forme pour la journée qui suit. Donc, on suit ça en direct comme toujours. On prend vos commentaires aussi et on va faire le déroulé du match. On parlera du MVP. À vous de choisir aussi dans le chat. On fera les tops et les flops aussi à la fin de ce petit live, les 5 heures du mat, tout pile. Et comme promis, eh bien, on va rester ensemble pendant 40 minutes pour faire le tour de cette rencontre. Erwan, tu as parlé des différences dans ces deux matchs. On va aller sur le début de rencontre. La première chose qui était importante, c'est que Kevin Love n'était pas réintroduit dans le 5 majeur. C'est la première info, moi, que j'ai retenue. Bah, il n'est pas réintroduit dans le 5 majeur, il n'est pas réintroduit dans la rotation non plus. Alors maintenant, à voir les adaptations que va devoir faire Eric Spoelstra, les joueurs qu'il va devoir relancer aussi. Je pense que Kevin Love est tout désigné. Ce soir, ça a beaucoup trop manqué d'expérience. On a longtemps discuté sur la découverte des finales NBA. Mais finalement, Miami, même s'ils étaient dans la bulle... il n'y a pas si longtemps que ça, l'expérience d'un Kevin Love, quand on voit les tirs ouverts ratés qu'ils ont à 3 points, je pense qu'un mec comme Kevin Love, s'il met 2 filoches ce soir, ça peut peut-être aider et changer... je sais pas, ça peut changer la donne. Ce qui est sûr, c'est que dans leur début de match, en tout cas, ils ont du mal. Hein, on sent. Alors même si le tout début est plutôt serré, panier pour panier, très rapidement, il y a une équipe qu'on a l'habitude de voir et être sérieuse avec des choix clairs, avec de la recherche sous le cercle. Aaron Gordon était beaucoup trouvé par Jokic pour faire payer l'avantage de taille. Michael Porter Jr. Aussi. Et de l'autre côté, ils ont des grands tirs ouverts qui marquent pas. Alors on va en parler de Max Strus par exemple, mais les grands tirs ouverts que Kevin Love aurait eu et aurait peut-être mis parce qu'il a plus d'expérience que ces mecs-là, qui découvrent ce haut niveau. Pour moi, c'est le premier tournant du match. C'est le premier tournant du match. Et tout de suite, on voit que même s'il y a un petit chassé croisé au tout début du match, on voit qu'en face, ils font passe, on va chercher les mismatchs. Tout est presque prévu. Il y avait un game plan de alors que de l'autre côté, on voit que dès le début, déjà, c'est des paniers. Le panier à 3 points de Butler, c'est des gros tirs. Le début de match, il y a des bails où c'est des gros tirs. À lui, certes, mais on sent tout de suite que c'est bien. Même si c'est serré un tout petit peu au début, on sent que c'est plus compliqué. On est plus sur des exploits individuels d'un côté et que l'autre, c'est d'entrer le collectif qui se met en route. C'est vrai que c'est qu'au bout de 5 minutes, on a l'impression déjà qu'on connaît la physionomie. Et la physionomie, elle était attendue. Voilà, il y a un collectif en place qui se trouve bien. Donc on l'a dit, Jokic a été extraordinaire en prenant qu'un seul tir dans le premier quart-temps, a trouvé ses coéquipiers dans les bons timings. Il y a la petite passe là à terre magnifique pour Aaron Gordon. Il est pilonne à l'intérieur tout simplement. Gabe Vincent qui se tape à mort, vraiment, qui est à la bagarre. Il ne peut pas exister face à un mec comme Aaron Gordon qui est 10 fois plus costaud et 10 fois plus grand. On a vu surtout le run de playoff que Miami aime bien switcher parce qu'ils ont des joueurs un petit peu similaires. On peut switcher. Le problème, c'est qu'on l'a dit dès le début du match, ils sont beaucoup plus grands et beaucoup plus costauds. Sur tous les postes, hein. Sur tous les postes. De 1 à 5. Ouais. Donc, voilà, je pense que c'est anticipé. Je pense que le gameplay de McMahon était clair. C'était surtout les switches, on va chercher Aaron Gordon qui est une brute épaisse et qui est parfaitement servi, qui fait l'effort aussi, chaque fois d'aller bien flasher sur le cercle. Et ça marche et c'est indéfendable. Le nombre de dunks qu'on voit
en première mi-temps côté Nuggets, alors qu'on n'arrive pas à avoir un lay-up côté Heat. Non, encore une fois, Nikola Jokic qui sort de finale de conférence exceptionnelle, il rentre dans son match comme un facteur. Ça m'a fait rire, j'ai l'impression qu'il joue à la SPTT Denver. Il est dans la passe, il est dans la facilité, je trouve que ça manque de pression sur la balle quand même. 2-3 fois sur du high-low, il est facile naturellement, mais je trouve que ça manque un peu de pression sur la balle. Il les sanctionne tout de suite. On va le voir pour les adaptations du match 2, mais il va falloir faire un choix en fait. Côté Miami, j'ai l'impression que sur ce match 1, ils sont rentrés en disant on va les jouer bugne à bugne, que le meilleur gagne. Et on va voir. Je pense qu'il va falloir, dès le match 2, faire des choix, savoir ce qu'on donne et savoir surtout ce qu'on veut pas donner. Le truc, c'est que là, on parle de Jokic, on n'a pas encore prononcé le mot de Jamal Murray. Jamal Murray fait encore une fois une entame de match exceptionnelle. Hein. Il est incroyable. Personne, tu vois, on a beaucoup dit, bon, Jokic, on peut pas l'arrêter, mais les autres, il va falloir les arrêter. Le problème, c'est que Aaron Gordon, il est rapidement à 10 points. Michael Porter, il est rapidement à 10 points. Regardez les stats sur la première mi-temps. Donc Jokic aussi est à 10 points. Donc, ils sont 4 joueurs à 10 points. Et Jamal Murray, il règne sur les débuts de rencontre avec tout ce qu'on connaît d'agressivité, de post-up, de tir externe, etc., etc. Ils n'ont aucune réponse face à lui. Hein. De toute façon, Nikola Jokic en triple-double. Jamal Murray en 25 et 10. Aaron Gordon entre 15 et 20. Michael Porter Jr. entre 15 et 20. Si on le sait, tout le monde, je sais que les rêveurs aiment bien dire, mais Miami, la surprise. On sait que si cette équipe de Denver produit ça, ils sont imbattables. Voilà, c'est ça. Donc moi je pense que ils ont voulu, c'est un premier match, c'est le début d'une série, on se jauge, on se teste, on voit. Il va falloir que Miami, qui pour moi, on l'a vu là sur ce premier match, n'est clairement pas favori, doit essayer de casser cette belle mécanique des Nuggets. Il va falloir faire des choix. Ça, on accepte de perdre ici. Par contre, sur ça, on ne veut plus perdre. Tu peux pas te faire détruire par Jokic et en même temps par Jamal Murray et en même temps les mecs donner des tirs à 3 points sur les autres. Voilà, pour moi, je pense qu'ils ont plus de viande, plus de choix peut-être pour essayer sur Murray de trapper, de changer surtout. Et quand je dis changer, c'est être agressif sur le changement. Sur pick and roll, au début, ils ont changé, après ils ont morflé. Ensuite, Martin notamment essaie de garder. C'est Bam Adebayo qui venait faire contrôle. Mais derrière, ils ont trop chargé. Je pense que sur pick and roll, il faut faire plus de choix francs pour que Jamal Murray lâche la balle. Ils pourront pas tout contrôler, mais au moins qu'il y ait une ligne directrice. Ce qui est sûr, c'est que sur pick and roll, ils n'ont eu aucune solution. Et il y a eu un contraste terrible, au moins dans la première mi-temps. C'est que j'ai vu une stat passionnante où dès que Jamal Murray jouait le pick and roll, ça a produit 22 points dans la première mi-temps. Là où Jimmy Butler, de l'autre côté, a joué pas mal de pick and roll, a pénétré et tout, et n'a produit que 5 points sur les pick and roll. Ça, c'est un différentiel qui peut pas exister. Tu peux pas à la fois te faire démolir sur pick and roll. C'est vrai que ce soit pour lui, ou que ce soit ensuite un peu plus tard dans le match pour Jokic sur du pick and pop, et de l'autre côté, toi, jouer des pick and roll et ne jamais être toi qui va finir, parce que Jimmy Butler a beaucoup pénétré, surtout pour passer en dessous, aller faire des passes. On n'a pas trop compris, on en parlera un petit peu tout à l'heure. Le différentiel, en fait, il marche pour toutes les actions de jeu, en fait. Là, je parle de pick and roll, mais ça peut marcher sur l'adresse, ça peut marcher sur les passes provoquées, les passes déprovoquées, etc. Ils se sont fait dominer sur cette première mi-temps de la tête des épaules, tout simplement. Ouais, puis le pace, quoi. Vraiment, le contrôle. On sait que Miami aime avoir le contrôle pour jouer plus rapidement, pour jouer peut-être plus lentement. C'est souvent pour courir un peu plus vite. Là, ils n'ont pas du tout eu le contrôle. Il y a le passage en zone un petit peu dans le deuxième quart-temps, mais qui va un peu ralentir, même si sur les deux premières actions. Ils prennent filoche de Murray, filoche de Michael Porter Jr. Ouais. Mais c'est vrai que dans le contrôle, dans le rythme, ils ont fait un match à eux. Ils n'ont pas été contrariés, ils ont accéléré quand il fallait, ils ont ralenti quand ils voulaient, ils ont mis la balle à l'intérieur quand ils voulaient, ils ont trouvé des shooters. Non, ils ont suivi leur game plan, tout simplement. Exactement. Sans accroc. Dans cette première mi-temps, on a vu les stats passer et Jokic qui était déjà en 10 et 10 à la mi-temps. Donc c'est dingue ça. C'est intéressant cette première mi-temps de Nikola Jokic qui force pas du tout et qui est vraiment dans le vas-y on va faire voilà, que tout de suite tout le monde se sente impliqué. Aaron Gordon, pour le coup, il est impliqué complet des restes, mais il est pelé défensif en plus de ça, sur Jimmy Butler notamment. Jamal Murray rentre bien dans son match, et puis tout le monde, voilà, KCP, Bruce Brown Jr. un petit peu plus tard, mais c'est intéressant comme quoi le leader de cette équipe-là, son entame de match, c'est d'abord être dans la passe et de sanctionner.
Ça, c'est quand même un mec à part. Il est hors C'est norme. quand même un mec à part. Il est hors norme. Il y a Karma qui nous dit, Assir Karma qui nous dit, Jokic est totalement dans le contrôle. Ça, c'est sûr que dans ce match-là, contrairement à la série d'avant où parfois il a été obligé d'élever son niveau de jeu, là, il a fait un match de saison régulière. Tranquillou bidou. On est à la mi-temps de ce match. Tu as parlé un petit peu de la zone. C'était l'une des questions qu'on se posait. Si Miami mettait de la zone, comment ils allaient pouvoir répondre à Jokic? Alors, ils l'ont mis quand Jokic était sur le banc. Donc, c'était un petit coup de tactique. Finalement, ça a pas payé, même s'ils l'ont réutilisé aussi à la fin et c'était un petit peu mieux dans des runs. Attends, hop, tac, je reprends mes notes vite fait. Je regarde d'autres trucs. Il y a aussi un truc terrible dans cette première mi-temps, c'est les stats qui commencent à s'afficher de Max Strus et de Kyle Martin, qui n'ont pas marqué de panier. Enfin, ils ont marqué un panier à eux deux dans toute la rencontre, et Max Strus était à 0,7 à la mi-temps avec des grands tirs ouverts. Et ça on peut peut-être mettre sur le compte bien sûr du niveau, toujours, est-ce qu'il faut digérer la finale NBA, sûrement de la fatigue aussi, vu comment tous les deux ont été très bons sur le run de playoff. De toute façon, on sait que chaque match de playoff, chaque match NBA est une nouvelle histoire. Donc là, ils sont passés au travers, ça veut pas dire qu'ils passeront au travers au match 2, on connaît la qualité des garçons. Le problème, c'est que là, Miami en premier temps fait 4-17 à 3 points. On le répète, Miami est condamné pour moi à la quasi-perfection. Bon, 4-17 en première mi-temps, on est bien loin de la perfection, donc tu peux pas gagner. Enfin, franchement, sur ces finales-là, on va voir un peu quand même, je suis pas devin, mais chaque fois que Miami aura des stats comme celle-là, des pourcentages en dessous de ce qu'ils peuvent espérer, ils seront toujours derrière. Voilà, ils sont condamnés pour moi. On va reparler de Jimmy Butler, l'adresse est pas bonne, il n'y a pas eu d'apport vraiment aussi du banc, même si Ice Smith amène des choses. Elle a été incroyable, hein. Mais à la fin, ouais. c'est pas, voilà, ils sont condamnés à l'exploit. Si tout n'est pas parfait ou ça rapproche pas, tout de suite tu verras, il y aura 10 points d'écart tout le temps. Là, on est quand même dans une configuration où ils ont deux titulaires qui sont très bons sur le run de playoff, qui font leur pire match des playoffs. Donc, en vrai, tu peux rien y espérer. Et pourtant, on est dans une rencontre où ils ont deux runs. Ils ont deux runs au début un 7-0 début du troisième quart-temps et un 11-0 début du quatrième quart-temps, sans dire qu'on y a cru. Parce que honnêtement, j'avais énormément de mal à croire qu'ils allaient pouvoir recoller. Ils ont eu ces quelques ballons, ou alors ces quelques moments où fallait faire le stop pour se rapprocher peut-être à 2 possessions et enflammer le match. Alors déjà, le problème, c'est qu'ils parlent de très loin. Chaque fois, ils parlent quasiment de moins 17, voire moins 20. Donc même un 7-0, un 11-0, bah, il te reste encore de la marge pour côté Denver. Et puis ces ballons-là, où tu peux revenir à moins 8, moins 6, c'est vraiment de mettre un vrai doute. Eh ben, ces actions-là, il les gère mal. Kylori met des filoches intéressantes qui font revenir. High Smith aussi, mais Kylori aussi. Mais Kylori perd des ballons sur pick and roll. En fait, les ballons qui auraient vraiment pu faire douter Denver, bah, ils les ont mal joués. Donc finalement, si près, si loin. Pourquoi pas? Mais en fait, tu as raison, on y a, je sais pas, dites-nous dans le chat, ouais, ou dans les commentaires, mais en tout cas, moi, j'ai jamais cru. Denver était beaucoup trop sous contrôle pour paniquer. Par contre... Il y a Speedo qui dit j'y ai cru 0, mais c'est bien Miami, là jamais. C'est vrai qu'on avait un petit peu de résilience. C'est vrai. Par contre, j'ai vu un peu de facilité côté Denver, ce que j'avais pas du tout vu pendant ces playoffs-là. C'est une équipe plutôt très, très sérieuse, très disciplinée. Là, j'ai vu Bruce Brown Jr. deux fois perdre des ballons, pas se comprendre avec Jokic, Mike. Contre les Lakers, quand ils reviennent de 20 points, il y avait forcément un peu de ça aussi. Ça leur arrive d'avoir des petits trous d'air. Hein. Non, mais t'as des trous d'air parce qu'en face, il y a une réaction et que tu courbes les chines. Là, c'était pas ça. Là, c'était de la facilité un petit peu. Okay. Et d'ailleurs, Mike Malone est obligé de prendre un temps mort à un moment donné pour remettre un petit peu tout le monde dans le droit chemin. Donc après, ça prouve aussi qu'ils étaient tellement dans un contrôle et qu'eux se sentaient tellement bien et qu'ils n'avaient pas peur que ça peut s'expliquer. Moi, j'ai l'impression qu'ils ont une sensation d'être vraiment au-dessus aussi. Hein. Ouais, ça se voit. Contre les Lakers, c'était très différent. Et bien sûr qu'on va se baser là-dessus parce qu'il y a eu un scoop avant, et que tous les matchs étaient disputés et qu'il y avait le respect parce que c'est LeBron et AD et qu'ils devaient se dire on peut pas lâcher. Là ils arrivent le plein de confiance en se disant on est largement au-dessus. On avait aussi la question sur ils ont pas joué pendant 10 jours, est-ce que par rapport à une équipe qui est en pleine bourre, il y a eu aucun souci sur l'entame de match, ils s'y sont mis tranquilles, ils avaient préparé leur match comme il fallait. Je vais comparer un petit peu du match d'Adebayo parce que il était très bon, il a marqué des points, il a raté pas mal de choses, il a beaucoup de situations comme Anthony Davis où il doit scorer et être très efficace. On le voit, 26, 13 et 5 passes décisives, 0 lancé franc, on y reviendra tout à l'heure parce que c'est la stat du match d'après moi. Il était très bon à Adebayo, très présent, très en vue.
Il a fait le match qu'on attendait de lui. Moi, j'aimerais même pousser 13-25. S'il pouvait faire 16-17, 25, 18-25, parce que c'est des situations à lui. Ses petits tirs périmètre, il en met, mais il en rate aussi. Mais je l'ai trouvé en tout cas dans l'agressivité, sur des choses à lui. Il a fait le match qui devait. Après, défensivement, j'aimerais plus d'intensité, peut-être sur Nikola Jokic, l'obliger à peut-être prendre des situations, des choix plus rapides. Non, il peut pas tout faire, quoi. 26, 13 et 5 de défendre sur le meilleur joueur du monde en ce moment. Et non, il a été très bien. Ça a été le meilleur hit ce soir. Un peu esselé, mais encore une fois, lui, faut pousser tout le monde à la perfection. 13-25. J'aurais aimé qu'on soit plus sur du 16-17-25. Voilà. Du 16-17-25, t'as dit? C'est du 16-17 sur 25 au tir. Ah, qu'il est Voilà. de 3 pas dit en plus, tu veux Voilà. dire. Moi, j'ai quand même la sensation très claire que avec les qualités et défauts de Nikola Jokic, ils font un choix clair, c'est que Nikola Jokic est très très bas dans la raquette et qu'il attend tout le monde. Et donc il y a vraiment une espèce de zone là où tu peux te régaler, que ce soit pour celui qui dribble et qui prend les écrans. On a vu Kyle Lowry, on a vu Jimmy Butler avoir des avantages et ne pas véritablement les faire payer. Jimmy Butler m'a déçu ce soir par rapport à tout ça, c'est que il doit tirer pratiquement à chaque action où Bam Adebayo pose un bon écran et que Jokic est presque sous le cercle et qu'il l'attend. Donc ça donne cette possibilité-là pour le mec qui a la balle, ça donne aussi une possibilité pour Bam Adebayo qui a, lui pour le coup, continué à artiller des hooks, des tirs, etc. Il s'est jamais relâché, on se souvient contre Boston, il a raté des trucs incroyables. Donc voilà, c'est son niveau actuel, là où Anthony Davis avait beaucoup marqué, avait été plutôt fiable dans cette partie-là. Pour moi ça c'est la clé, ils veulent tout le temps ressortir, faire des kicks, des machins. Mon gars, faut les démonter sur ce qu'ils te donnent. Surtout ce soir. Hein. Encore plus ce soir, mais ils vont pas changer leur play game plan, Oui. ils l'ont fait contre les Lakers. Anthony Davis, c'est ce qu'il lui avait donné, il les a sanctionnés là-dessus, mais c'est un choix. On accepte ça, mais derrière, par contre, on sait ce qu'on a. Et là, ils font pareil, donc il faut que Bam Adebayo continue à appuyer là-dessus. Mais pour moi, il fait un super match. Il fait le match qu'il fallait faire en tout cas. C'est clairement un bon match. Ouvrons le dossier Jimmy Butler. Je vous vois tous dans le chat là en train de dire qu'il est passé à côté. On va regarder ses stats à Jimmy Butler d'abord. 13 points seulement, 7 et 7, ça c'est bien. Moins 17 de plus-minus et 0 lancé franc. On n'a pas du tout reconnu Jimmy Butler. Hein. Et 14 tirs, Thomas. Et 14 tirs, mais parce qu'il n'a pas tiré en fait. Mais en fait, pas le bon mindset, pas le bon Jimmy Butler, pas ce qu'il fallait à son équipe, mauvaise. Il s'est un peu regardé jouer. Il a voulu il a essayé de se mouvoir en un playmaker qui voulait rajouter des passes. Frérot, je suis désolé, t'es passé à côté de ton match dans l'adresse, dans l'impact, mais t'es passé aussi à côté de ton match dans la manière de l'aborder. T'as là, aujourd'hui, ton équipe, elle avait besoin de toi qui shoot 25 fois, elle avait besoin de toi qui prenne les tirs qu'on te donne et d'arrêter d'aller chercher des shooters qui sont à 0 sur 37. Et il a insisté plein de fois, on se l'est dit, mais pourquoi il shoot pas sur cette fameuse zone dont tu viens de parler, là, intermédiaire? Où il est incroyable Voilà, en plus. moi, je te dis, il s'est planté, il s'est trompé de ce qu'il devait faire ce soir. C'est assez rare pour les souligner pendant ces playoffs. Et surtout, je trouve que ce qui m'a posé problème, c'est que tu pars avec cette idée-là. C'est votre game plan, vous le faites. Au fur et à mesure du match, tu sens que tu es dominé. Pour être dans le match, il faut que Jimmy Butler soit très très fort. On dirait que c'est pas le même mec qui a marqué 56 points contre les Bucks il y a un mois, qui prenait tous les tirs, qui à un moment donné a été en feu, ou qui a sur les fins de match contre Boston, à un moment donné, cette étincelle. Peut-être qu'il avait plus de gaz, peut-être qu'il va falloir lui aussi qu'il régénère son corps, peut-être. Et il n'empêche que dans les intentions, je suis d'accord avec toi, j'ai besoin qu'il tire 25 fois. Après, tu rates, ça fait partie du jeu, mais en tout cas, dans les intentions, tu dois tirer. Je vois pas comment Miami peut prendre un match en finale si Jimmy Butler shoot 14 fois par match. Je te le dis direct, pour moi, c'est inimaginable. Je suis tout à fait d'accord avec ça. C'est tout bête, le basket parfois, là, mais frérot, ils ont besoin d'un mec qui tire. Non. Puis là, honnêtement, on les connaît, les Nuggets, il les a vus jouer, il est pas fou. S'il pense que c'est avec ce Jimmy Butler-là que Miami peut gagner, non, mais après, on sait que c'est un joueur voilà, c'est un mec intelligent, mais je pense que Spoelstra va aussi lui dire, mais non, on veut que tu shootes 25 fois, frérot. Hein, là, on a besoin de shooter 25 fois, en fait. On a besoin de ça. Surtout quand tes shooters sont dans un trou noir comme ce soir. C'est clair, absolument. La stat du coup du match, on en parlait tout à l'heure, qui est hors du commun. Le Heat de Miami a tiré 2 lancers francs. Alors ça, à un moment donné, c'est la première fois dans l'histoire de la NBA qu'une équipe ne tire que 2 lancers francs. Ça, c'est terrible. Et ça veut dire plein de choses. Ça veut dire que tu n'es pas agressif. Voilà, tout simplement. Est-ce que tu as beaucoup de lay-up en tête? J'en vois un Gabe Vincent, j'en vois peut-être un Adebayo, je vois une claquette de Jimmy Butler dans le trafic.
Voilà, ils ont beaucoup tiré à 3 points, raté, on le voit. Ils finissent à 12-38. Ils ont eu beaucoup de mid-range parce que c'est la défense qui leur donne ça, mais j'ai pas vu beaucoup de mecs qui agressent Nikola Jokic. Même s'il nous bluffe sur ce côté-là dans ses playoffs, j'ai besoin d'avoir des mecs qui aient au contact, qui est dans ses bras, etc., etc. Ils le font pas du tout là. 2 lancers francs sur 48 minutes d'une finale NBA. Encore une fois, je vais le répéter, toutes ces finales, Miami doit faire des matchs parfaits. Là, Jimmy Butler qui se trompe de rôle, les shooters qui mettent pas dedans, 2 lancers francs, parce que les tirs, même si c'est la NBA, ça va, ça vient. Par contre, 2 lancers francs, l'agressivité, ça doit être une constante. Tu dois être agressif tout le temps. Ça, c'est pas un truc, c'est pas une pièce en l'air, l'agressivité. Et là, 2 lancers francs pour une équipe, en plus avec l'identité qu'a ce Miami. Non, là, pour moi, je te dis, c'est une première. Ils ont pris la température, mais ils sont quand même passés au travers dans les faits, mais aussi même dans leur manière d'aborder la rencontre. J'ai l'impression qu'ils savaient pas contre qui ils allaient jouer. Et ça m'a un peu gêné. Ouais, ça c'est clair. Alors peut-être qu'ils ont pas eu le temps de préparer leur match, parce que c'est vrai que 2 heures, Enfin, t'as pas le temps pour non, mais... On va jouer depuis merde. Ouais, mais ça, On les a pas découverts. il faut switcher. Oh, il faut switcher. C'est pas la Coupe de France où tu vas jouer dans le Jura contre une N3 et t'as pas de vidéo, quoi. Et t'as dû appeler les coachs qui ont joué contre et tout. Non, merci, ça, quoi. on est d'accord, mais bon, je tente de chercher l'explication, parce que soit c'est de la fatigue, soit ils sont trompés de game plan, soit c'est les deux. Mais dans les deux cas, il y a un match 2, t'as été obligé de réagir dans tous les cas. Tout à fait. Donc voilà, donc 2 lancers francs, c'est terrible. Et moi, j'aime bien dire que Nikola Jokic, de toute façon, tu peux rien y faire, à part essayer de lui provoquer des fautes et qu'il ne soit plus sur le terrain. Et donc que Mike Malone soit obligé de changer ses rotations, de changer ce qu'il veut, parce que là, il a la maître main totale sur la rencontre. Tu parles d'agressivité, première faute de Nikola Jokic, milieu de troisième quart-temps. C'est pas normal. Tranquille, il est. C'est pas normal. Ouais. Alors Bam, on a bien aimé et tout, mais il faut aller. Alors en plus, il était souvent sous le cercle. Jokic en dissuasion un peu parce qu'ils sont vraiment plus grands. Mais même si c'est pas le plus grand contreur du monde, mais là il faut Jokic, première faute milieu de troisième quart-temps, c'est pas normal, c'est pas possible. Il faut les contrarier, il faut obliger. T'as raison. Mike Malone a coaché. On sait que derrière Jokic, c'est Aaron Gordon qui joue 5. Peut-être que c'est sur un small ball parce que t'es obligé de coacher Jokic. Ben tu peux essayer de faire. Ça fait voilà. C'est là où il doit viser. C'est là où ils doivent viser juste, et là ils y sont pas du tout, quoi. Il y a Levadé qui nous dit, par contre, ils sont tellement passés à côté et pas si loin au score, il y a de la marge. Après, moi, je vois les attitudes. Ils sont un peu relâchés sur la fin. Bah alors, Denver est relâché à la fin, mais même quand Smith met des tirs à 3 points, quand Gabe Vincent met des tirs à 3 points à la fin, même le hit, ils ont compris que l'affaire était pliée. Hein. Ok. J'ai pas senti une... Tu vois, genre... Il n'y a pas eu de... Voilà. Non, ils sont pas assez rapprochés pour ça non plus. Il y a Optimist Mike qui nous dit Miami pourra pas faire pire un pire match en termes d'adresse. Ils peuvent pas faire pire en termes d'adresse. Enfin, même pas faire pire. On peut toujours faire pire dans notre sport. Mais en tout cas, le match était dramatique en termes d'adresse. Ils ont 2 titulaires qui passent à côté. Ils sont pas assez agressifs. Jimmy Butler rate son match. Ils finissent qu'à une dizaine de points. On peut aussi, si j'étais un fan du Heat, t'as aussi des motifs d'espoir. Faut toujours se dire ça, bien sûr. T'as aussi des motifs d'espoir. Je pense que le score est flatteur pour le Heat. Clairement. J'oublie pas qu'il y a quand même très, très tôt dans le match, entre le milieu du 2e et le milieu du 4e, il y a un yo-yo entre 12 minimum et 21-22. Bon. Ils sont à moins 14, moins 15 à partir de la deuxième partie du deuxième quart-temps. Il y a 15, allez, on va arrondir, il y a 15 points. Quinzaine. Il y a 15 points, 70% du match, il y a 15 points d'écart. Clairement. Voilà, donc. Ça monte à 22 points. Non, ça monte à 24 points. Dans le fin du troisième quart, il y a 84-60. C'est pour ça que le score est flatteur, hein. Il y a quand même une équipe qui voilà. Il y a le score qu'on a vu, et puis aussi, toujours pareil, hein, ce qu'on a vu. Hein. On a vu une équipe qui a déroulé totalement son basket et plein de mecs qui ont été très très bons. C'est qui pour toi le MVP du match? Moi je vais mettre Nikola Jokic quand même. Évidemment il y a débat avec Jamal Murray, je peux comprendre que certains le mettent, mais son début de match dans la passe pour impliquer tout le monde, peser comme ça sans vouloir prendre de tir juste par la passe, et puis ensuite derrière petit à petit, tac tac tac, monter comme ça, mettre des points, aller au mastic, et puis voilà, commencer pour un premier match de finale NBA en carrière, faire 27-10-14, des pourcentages fantastiques. Lui shoot 12 lancers rien qu'à lui. Voilà, il est dans le voilà. Il y a souvent un débat en ce moment. Tu m'as bien posé cette question. Est-ce que c'est le meilleur joueur du monde? Ben oui, on a l'impression. Parce que déjà, il fait des stats de mammouth, et puisqu'en plus il fait gagner son équipe et qu'il implique tout le monde. En tout cas, dans le chat, vous avez voté à 89% Nikola Jokic MVP du match. Il y a eu quelques petites histoires mignonnes entre guillemets. C'est la première fois depuis Jason Kidd avec les New Jersey Nets à produire un triple-double pour son premier match en finale. Ça, c'est les stats qu'on aime bien. 25 et 10 pour lui. Donc 25 points, 10 passes.
pour lui. Et pareil pour Jamal Murray, c'est la première fois que deux coéquipiers sortent des performances comme ça depuis 1987 et Magic Johnson et James Worthy. Donc ça place cette performance collective des Nuggets très 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 haut pour l'un ou le meilleur duo de la NBA. C'est clair. Mais c'est pour ça qu'il faut faire un choix. C'est pour ça qu'il faut faire un choix. Alors c'est pas simple. Je dis pas que c'est simple, mais ce soir, ce qui m'a vraiment posé souci, c'est que ils se sont dit, on est à armes égales et on va y aller. Non, mes gars, je suis désolé, on vous adore. Vous avez fait kiffer pendant ces playoffs. Vous n'êtes pas à armes égales. Vous êtes le petit poussé face à cette équipe de Denver. Ce match 1 l'a prouvé. Ce n'est qu'un match 1. Tu gagnes le deuxième, tu reprends l'avantage du terrain, tu retournes à Miami. Les choses peuvent vite changer, mais aujourd'hui, c'est à Miami à trouver des solutions, à trouver des attitudes pour contrarier cette équipe-là et pas l'inverse. Tu réfléchis aux ajustements, on va y aller après. D'abord, petit commentaire d'Amid Kitsi Jokic, trop intelligent, trop juste, trop physique, létal. L'impression que c'est la solution parfaite sur une zone et en même temps impossible de faire des prises à deux ni de laisser Bam tout seul. Bon, on est plutôt d'accord, de toute façon on est conquis par Nikola Jokic. Il est fort, mais en plus c'est tellement beau Jokic. Ça c'est sûr qu'en ce moment il est très fluide. On va regarder les tops et les flops. Dans les tops, on va bien sûr retrouver Nikola Jokic et Jamal Murray, hein, sans aucun doute, vu qu'ils ont été leaders. On a fait simple, hein. On aurait pu rajouter même le collectif, on aurait pu rajouter des trucs, mais on a fait Jokic, Murray, Bam Adebayo, pour leur performance individuelle, chacun, ils ont été plus qu'au niveau. Tout à fait. Bah là, voilà. Moi, je voulais qu'on mette Bam quand même. On en a un peu discuté. Je voulais mettre un mec de Miami parce que c'est que le début des finales. Et que c'est, voilà, qu'il y aura des choses qui vont se passer. Mais Bam Adebayo, on avait fait un tableau dans le First Day en disant le grand défi de Bam. Bon, ben pour l'instant, en tout cas, il a répondu présent. Il a été dominé, malgré tout. Mais en tout cas, dans ce qu'il fait offensivement, c'est bien. J'aimerais maintenant qu'il essaye peut-être un peu plus d'aller attaquer Jokic, de lui faire provoquer un petit peu plus de fautes. Quand on disait dans le First Show que c'était le grand défi de Bam, c'est avec l'excellent match qu'il fait, je le dis et c'est très dur, c'est pas assez. Faut qu'il aille sur la ligne beaucoup plus. Faut qu'il provoque des fautes à Jokic beaucoup plus. Faut qu'il aille au rebond offensif encore plus. Voilà, il fait un super match de très haut niveau. Mais il faut faire encore plus. Donc c'est presque un encouragement de le mettre dans les tops comme ça. On aurait pu mettre deux mecs aussi en top pour des raisons presque similaires. Aaron Gordon et Michael Porter Jr. pour deux trucs différents. Aaron Gordon finit à 16 points, 6 rebonds. 7 sur 10 au tir, il a été parfait en première mi-temps et a montré beaucoup d'impact physique. Et Michael Porter Jr., il a fait un truc que j'ai jamais vu faire jusque-là, ce qu'il a défendu. Ce qu'il a fait en première mi-temps dans l'impact. Bon, sur ses playoffs, il est capable. Dans toute sa carrière, c'est jamais ce qui ressort. Il met des paniers, il est très adroit, il prend des rebonds, ok, il défend pas. Et là, aujourd'hui, il met 2-3 contres qui te permettent de dire à la fois donc à toi-même, à tes coéquipiers, à tes adversaires, les gars, là, c'est les finales NBA et on va réussir à augmenter le niveau. Même s'il finit à 5 sur 16 au tir avec de la maladresse, il est quand même à 13 rebonds dans ce match-là et de l'impact physiquement. On parlait de l'avantage de taille, mais en fait, l'avantage, il est physiquement de taille et de robustesse pour l'équipe de Denver, grâce à ces mecs-là, aux ailiers. Ouais, t'as raison, les contres. Mais c'est vrai que pour moi, les contres, c'est bon. Celui qui met sur la planche, il est fantastique. Surtout, il tient les duels. Moi, je le vois vraiment dans des attitudes tenir les duels. Alors, le contre, c'est en général quand t'es battu et qu'après, par ta taille et ton envergure, tu vas l'attraper. Mais moi, je le vois tenir des duels. Et défensivement, oui, il fait la maille largement. C'est quand même il est immense, honnêtement. Il fait 2,06, 2,08. Il est immense, il met la planqué. claquette sur le qu'il met là. À un moment donné, j'ai l'impression qu'il peut la rabattre avec la tête tellement qu'il est haut. Non, mais c'est bien. Je crois qu'il va falloir se faire à l'idée qu'aujourd'hui, dire que Michael Porter Jr. est un trou noir défensif. Je crois que ça marche de moins en moins en tout cas. Ça se dit de moins en moins. Ça se dit de moins en moins, absolument. On regarde les flops ensemble pour voir qui on a mis. Il y a bien sûr un duo que vous allez retrouver, terrible, on les adore, Max Truss et Kevin Martin. Ils sont passés complètement à côté, on a vu les stats. Jimmy Butler est à côté. Et le troisième, on va s'arrêter là-dessus. Erwan, 30 secondes. Chris Rush, vous ne le connaissez pas. En tout cas, pas à l'antenne, mais il fait partie de l'équipe, c'est notre cadreur et il vit, c'est un rookie, disons-le, ni plus ni moins, c'est un rookie sur ses finales NBA. Et raconte-moi un petit peu sa soirée, s'il te plaît. Ah bah écoute, il était tout excité, donc il nous a suivi un petit peu chez Winamax et aussi chez Foot Locker, parce que ce soir on était chez Foot Locker et puis il a attendu le match avec nous, on a fait une petite sieste. Le problème c'est que lui, la sieste, il s'est jamais réveillé, quoi. En tout cas, il a fait quelque chose que j'ai jamais vu. Lui, il s'est rendormi plus de fois que le hit a shooté de lancer franc. Pendant le match, je pense qu'il s'est endormi pendant 12
12 fois, il s'est endormi pendant le match. Donc voilà, il s'est mis, en plus il a enlevé ses chaussettes, il s'est mis pieds nus, ce qui est interdit, c'est dans le règlement fair Normalement, c'est carton jaune. voilà, hein, c'est ça, rouge. Hein. Donc voilà, écoute, ce qui est bien, c'est comme le 8, c'est qu'il y aura un match 2, il sera meilleur, mais là on est obligé de le mettre dans les flops. Tu peux pas t'endormir devant une finale NBA 12 fois. Ben, non seulement il s'endorme, mais s'il était discret, ok, ronflement à l'appui et tout. Donc, Ronflement après, et disons-le, et pas qu'avec le nez, tu vois ce que je veux dire. disons-le qu'on a vécu les plus longs temps morts de toute l'histoire du basket. Hein. Ah ouais, ils étaient durs aujourd'hui. Hein. On a l'habitude, mais là, des 3 minutes 40, ils étaient terribles. Dites-moi d'ailleurs dans le chat là, est-ce que vous aussi vous avez souffert dans cette première mi-temps? Les temps morts étaient interminables. Du coup, bah oui, Chris qui est un rookie, qui n'a pas l'habitude, qui n'a pas le coffre encore. Hein. Non. Alors, faut faire des pompes peut-être, mon Chris, pour arriver mieux préparé pour le match 2. N'hésite pas, mon poteau, à ne plus jamais enlever tes chaussettes, pardon, parce que c'était terrible ces moments de 10 doigts de pied apparents. Voilà. Voilà. Écoute, maintenant, on va se projeter sur le match 2. Ce sera dimanche à 2h du mat. Nous, on sera sur Twitch juste à la fin du game. Tu es Eric Spoelstra. Qu'est-ce que tu fais? Eh oui, on est là pour ça. Hein. Ce que je fais déjà, je dis à mes gars que je dis qu'il faut continuer à mes shooters, je dis qu'il faut continuer à prendre les tirs. C'est important. Les shooters doivent continuer à shooter. Et il y a déjà pour moi un travail psychologique là-dessus. Parce que c'est à eux de les prendre. Je pense que j'essaie d'avoir une discussion avec Kevin Love pour le relancer. Même si c'est 10 minutes, 15 minutes, ou 2 séquences de 2 fois 3 minutes, je pense que j'essaie Kevin Love. Et surtout, je pense que je vais voir Jimmy Butler et je lui dis, tonton, on a besoin de Jimmy proche, Jimmy scoreur plutôt que Jimmy playmaker. Jimmy Bucket. Là, on a Voilà. besoin de Jimmy Bucket. On a besoin de Jimmy Bucket, vraiment. Le KFC. Je pense que ça peut changer plein de choses. On a vu sur la zone, sur la fin du match, qu'ils ont réussi à gagner des ballons. Je crois que j'essaierai de matcher encore un peu plus un div zone. Et puis je fais un choix. Je laisse Jokic faire ce qu'il fait. Parce que les prises à deux, on voit que ça marche pas et c'est une équipe trop bien huilée. Et Murray, c'est Murray que j'essaie de limiter J'ai trouvé que Gabe Vincent, Martin, Butler, c'est très peu mis aussi sur Murray. Ils l'ont laissé réciter un petit peu son basket. Il s'est promené un peu, Jamal Murray. Il est très fort, j'enlève rien. Mais je pense qu'ils peuvent lui rendre la vie un petit peu plus compliquée. Murray, fin de premier quart-temps, il est grand sourire, il est là. Il est dans son game. Les gars, voilà, facile. Facile. Les gars. Ça, c'est pas possible. Et on le répète, moi, je pense qu'ils ont plus de viande à envoyer pour défendre sur Jamal Murray que sur Nikola Jokic. Donc, ok, Jokic fait la chanson. Maintenant, sur Murray peut pas avoir cet impact-là. Mais après, t'as toujours les autres. Hein. C'est des avancées. Ils ont battu les Lakers parce qu'à l'opposé, ils ont sanctionné terrible. Hein. Bruce Brown Jr. a encore été très bon aujourd'hui. On n'a pas parlé. Il a mis de la draine. Il a été très adroit. Oui, mais Tom, mais au moins, tu fais des choix. Ah ouais, si on perd, on perdra comme ça. Là, ce soir, je te dis, moi, d'arriver en mode, qu'est-ce qu'il y a? Non. Ok, on fait ça. Si on perd avec nos idées, nos armes. Mais au moins, on sait comment on perd. Là, ce soir, ils se sont fait trouer dans tous les sens. Déjà, ce qui est sûr, c'est que moi, je change le 5 majeur. Hein. Je repars pas avec ce 5 qui a marché clairement avec contre Boston. Je sais pas si c'est Caleb Martin ou si c'est Max Strus que j'enlève. L'un ou l'autre. En tout cas, sans perdre le gars, il aura forcément du temps de jeu. Peut-être que je laisserai Caleb Martin d'ailleurs plutôt que Max Strus. Je retenterai Kevin Love s'il est en état de jouer, parce que peut-être qu'il y a une incertitude. En vrai, il n'y a pas d'info là. Qu'il soit pas là, c'est quand même très chelou. Ou voir, je ferai entrer Ice Smith dans le 5 pour apporter de la densité physique, etc. Ce qui n'a pas été le cas pour Max Strus. Max Strus, s'il met pas dedans à 3 points, bah du coup, il sert plus à rien. Donc je changerai mon 5 majeur. C'est clair. Je te rejoins complètement. Pour moi, il faut tenter des trucs fous un petit peu sur Jamal Murray. Faut faire des prises à deux. Faut le repousser. Faut lui taper dedans. Clairement. Après, moi, mon gros souci, c'est que le plan de jeu de cette équipe, c'est de te démonter à l'intérieur. Et que on a beaucoup parlé de Jamal Murray et tout, mais alors la première tactique de Denver aujourd'hui, c'est de faire payer Aaron Gordon sous le cercle. Et ça, ils n'ont aucune arme contre ça. Parce qu'ils attendent le changement, ils se retrouvent avec Gabe Vincent, et là, il arrive, bam, Aaron Gordon et Jokic sur du triangle. En plus, ils sont trop malins, c'est pas genre, il est là, il attend. Tac, il sait qu'il va arriver, il remonte, bam, il fait son petit halo. Et ça, je ne sais pas comment ils peuvent le combattre. Autant Jamal Murray, s'il est chaud, des prises à deux. Jokic, ok, machin, à l'opposé. Mais ce truc-là, pour débuter le match, ça leur fait tellement de mal, je ne sais pas ce qu'ils peuvent faire.
Donc, Oui, changer son 5 peut-être et essayer Mais d'avoir je veux plus moins grand. de différence physique. Bah, Kevin Love, alors c'est Au pas, moins Kevin Love. c'est pas le plus grand des athlètes, mais au moins il est grand, il est besogneux, et il peut, oui, effectivement. Parce que c'est vrai que sur cette situation-là, moi je suis persuadé que Denver, le match 2, ils vont refaire la même chose. Mais ils ont raison, Une ça a espèce tellement bien marché. Ce pick and roll à 3 là, où la descente de Gordon qui va flasher la remontée de Jokic et le jeu à 3 Murray, Jokic, Gordon, il est terrible. Et quand t'as Martin et Gabe Vincent qui arrivent là à Gordon, bah, c'est trop facile. C'est Donc trop. là, j'imagine qu'ils vont devoir s'adapter. T'as raison, mettre de la taille pour un peu plus lutter. Parce que là, Gordon, il s'est frisette. Hein. Absolument. Et la petite info, c'est on pourrait revoir sur le match 2 Tyler Hero. Donc à voir dans quel état, mais au vu du Voilà. manque de profondeur, du manque de talent et de l'écart de niveau, parce que moi j'ai vraiment vu un écart terrible entre les deux équipes. J'espère que Tyler Hero pourra jouer. C'est un joueur de grand talent. Il a déjà joué des finales, c'était dans la bulle. Est-ce qu'il va être capable, s'il joue sur le match 2 ou sur le match 3 à Miami, d'apporter tout de suite? Ça, c'est une autre question. Mais en tout cas, c'est aussi parfois, tu sais, c'est les histoires dans les finales de retour, de comeback, de changement dans le 5 majeur qui permettent parfois de faire tourner les choses. Donc, on va souhaiter à Miami de se reposer un peu et d'arriver. Il faut qu'il s'offre un money time, en fait. C'est ça le but. Quel que soit le cheminement, il faut qu'il s'offre un money time une fois là-bas à Denver. On sait qu'une fois que tu t'offres le money time, il y a plus de règles en fait. Voilà. Tout est possible, voilà. Tout est possible. Ouais. Mais là aujourd'hui, ils en ont été très très loin, nos amis. Exactement. Bon, voilà, pour ce match 1, vous êtes chaud et bavard, comme toujours dans le chat, et vous nous régalez. On se retrouvera du coup 18h dimanche pour Clutch avec Rémi qui est toujours à Denver et qui pourra nous raconter ce match 1. Ça, ce sera passionnant à suivre ensemble. Nous, écoutez, on va aller se reposer en ce vendredi. On espère que ça vous a plu et voilà, on discute comme toujours sur les réseaux sociaux. Hein, ça te va, Erwan? Ça me va parfaitement. Allez, on va se reposer, les amis. Bonne journée à tous. Bon week-end et à dimanche. Donne-moi un petit chiffre pour finir. Ah, le 6 toujours. Ouais, c'est le 6. Eh ben j'ai gagné 1 million d'euros. Parfait. Et du coup je ne reviendrai pas dimanche. Bisous. Ça sera Chris Roche qui animera. face right in the back with the bitches bought a day. I might just cop a diamond chain and they see cheapskates. Then when it cast it all out on the same day, just like a face way. Had to go get my M, so I got on my bed, it's a burlap sack, yeah. Now they hit my phone, but they won't get to where I'm at, yeah. Mama always told me that them boys gon' hold you back. You got way too much potential to be worrying, that's a fact. Okay, finna skirt the Biscayne. Bentley, I'ma switch lanes. Can't step to me, so don't you bother looking this way. 1,000 on me, I just got wifey by like 6 rings. Tried to say they ballin', but that isn't what they bitch say. All I want, that's on the regular. I told that money talk, it's on my cellular. Pull up in that all black SUV like Santa does. My chains be shining, I can't hide them, I can't get enough. I might just pull up like a face ray in the back with a bitches bought a day. I might just cop a diamond chain, I didn't see